Bonsoir à tous. On sait qu'on doit boire, on sait qu'on doit manger, on sait qu'on doit dormir. Et pourtant, il y a un élément essentiel qui nous permet de vivre et de survivre et qu'on a tendance à négliger et qui est l'amour. Mais alors, comment fait-on lorsque on ne reçoit pas cet amour de l'extérieur? Comment fait-on quand on n'a pas reçu cet amour comme il aurait fallu? Est-il possible de se le procurer aujourd'hui à l'âge adulte? Pour répondre à toutes ces questions et encore bien d'autres, on a la chance de recevoir ce soir une coach assez extraordinaire, Françoise Michael. Françoise, bonsoir. Bonsoir Cécile. Voilà, on est enchanté de t'avoir ici, surtout que il émane déjà de toi beaucoup d'amour. Merci. Et donc, on est sûr qu'on pourra, voilà, en récupérer on espère en récupérer quelques lueurs par-ci par-là. Alors déjà, j'aimerais te demander pourquoi avoir choisi ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui est pas banal en fait. On n'en parle pas beaucoup. Pourquoi ça te semble important d'en parler ce soir? Alors d'abord, je veux te remercier de m'avoir invitée à cette interview. Je suis ravie d'y participer. Je voudrais aussi remercier toutes celles qui sont présentes avec nous. C'est un grand honneur et un grand plaisir. Et donc, je vais essayer de partager un petit peu ce que je sais à ce sujet. La plupart des choses que je vais dire sont basées sur comment dire, des interactions que j'ai avec mes clients, des conclusions que j'ai tirées et des choses donc que j'ai comprises. Et la raison pour laquelle il m'a semblé important d'aborder ce sujet, c'est d'abord parce qu'effectivement, on n'en parle pas beaucoup. Et à mes yeux, c'est en fait le sujet de base. C'est-à-dire que personnellement, je pense que tout revient à ça. C'est la base des relations avec les autres. C'est la base des relations en tant que collectif, en tant que société. Si, à partir du moment où les gens sont plus connectés à l'amour qu'il y a en eux, à partir du moment où ils s'aiment davantage, alors tout va mieux pour tout le monde, aussi bien au niveau individuel qu'interpersonnel ou de société, de keila, de communauté. Donc, voilà, ça m'a semblé être un sujet dont il est temps de parler, en fait. D'accord, ok, très bien. Alors déjà, c'est vrai que je t'ai pas présenté exactement enfin, ce que tu faisais, tes différentes activités. Donc es coach, mais tu es coach spécialisé dans le post-trauma, c'est-à-dire que tu accompagnes les gens en fait après avoir vécu un ou plusieurs traumatismes, pardon. Voilà. Et puis parallèlement, alors c'est intéressant, tu donnes des ateliers qui ont trait autour de comment crée-t-on une nouvelle réalité, comment garder une énergie positive de manière constante. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur tes ateliers? Oui, je vais t'en dire un peu plus. Je vais juste mentionner qu'au niveau des post-traumas, en général, les gens ne viennent pas me voir uniquement après un trauma déterminé, mais ils ont un problème dans la vie et moi, je sais que ça se réfère toujours à un trauma. En fait, les gens sont en général post-traumatiques parce que la vie comprend de nombreux traumas. Et donc, et souvent, les gens ne sont même pas conscients. On pense que les traumas, c'est uniquement un attentat ou ou un accident ou des choses comme ça, mais en fait, il y a des choses qui nous semblent beaucoup plus bénignes, qui pour un enfant constituent en fait un trauma. Et en général, les traumas vont à l'enfance. D'accord. Et qui peut nous accompagner tout au long de notre vie. Tout à fait. Avoir des répercussions sur notre vie. Complètement, entièrement. Voilà. Maintenant, au niveau des ateliers, donc, ce sont des ateliers qui ont trait à la fréquence vibratoire. Et en fait, cette fréquence vibratoire, elle nous affecte tout au long de notre vie. Et même avant et même après, je dirais. Et donc, si on apprend à connaître la manière dont elle fonctionne et si on apprend à la maîtriser, alors on s'ouvre à un monde merveilleux. Et c'est à notre Qu'est-ce que tu appelles par fréquence vibratoire? Tu peux peut-être expliquer à nos téléspectatrices. En fait, c'est l'énergie. C'est-à-dire que
tout est énergie. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Nikola Tesla. C'était un grand inventeur en fait. Einstein, quand on lui a demandé est-ce qu'il pensait que lui-même, Einstein, était l'homme le plus intelligent au monde, alors il a dit demandez à Nikola Tesla. Donc, c'est-à-dire que Nikola Tesla, c'est vraiment une grande personnalité dans le monde. Voilà, exactement. Et ce que Tesla a dit, c'est que si vous voulez comprendre les secrets de la vie et de l'univers, alors pensez en termes de vibration et d'énergie. Tout est caché là-dedans, en fait. Ok, d'accord. Et donc, voilà. Au niveau fréquence vibratoire, quel est le lien entre l'énergie et la fréquence vibratoire? Qu'est-ce que ça signifie? Chaque chose, tout ce qui existe, tout est énergie. Et l'énergie, elle vibre à une certaine fréquence. Selon sa densité, selon de nombreux paramètres. Donc, tout vibre, en fait. On est dans un univers symphonique, je dirais, où chaque chose a sa vibration, a son son particulier, que ce soit même nos organes internes. Le foie, il a sa vibration. Le cœur, il a une autre vibration. Un cœur en bonne santé a une vibration. Un cœur en mauvaise santé a une autre vibration. Il y a aujourd'hui ce qui s'appellerait foie tatédarim. Pardon. J'ai oublié de mentionner que j'avais pris froid et il se peut que je tousse un petit peu par-ci par-là encore. Désolée. Pardon. Pas de problème. On t'en veut pas de t'étouffer. Bois un verre d'eau même si tu as besoin. Donc, tout ça pour dire que il y a aujourd'hui qui s'appelle la refoua Tedarim. C'est donc une médecine qui permet de guérir par les fréquences vibratoires. Ok, d'accord. Merci pour toutes ces précisions. Alors justement, si tout est énergie, je suppose que les émotions aussi sont énergie. L'amour de soi aussi est une énergie. Alors comment on peut augmenter notre fréquence vibratoire? Comment déjà, on voudrait savoir comment se manifeste le manque d'amour de soi. Parce que si on est là pour parler d'amour de soi, c'est que quelque part, on comprend qu'il y a le monde a une déficience à ce niveau-là. On a du mal, on n'apprend pas à s'aimer soi-même. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est déjà de s'aimer. Il ne s'agit pas là de narcissisme, de pathologie, mais c'est encore autre chose. Mais déjà, comment ça se traduit, ce manque d'amour? Comment on peut savoir, comment je peux savoir que je manque d'amour? Ce qui est différent de la confiance en soi. Bien sûr. Alors, je vais répondre à ta question, mais avant, je voudrais quand même mentionner que l'amour de soi, à mon sens, c'est la base, le fondement du judaïsme. En fait, je me suis demandé parmi les 613 mitzvot, laquelle était la plus importante. Alors, je me suis dit peut-être que c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, il y a les yeshivot, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que si c'était le cas, alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer que les 24 000 disciples de Rabbi Akiva, qui étaient des Talmidei Chachamim, qui étudiaient la Torah du matin au soir, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'ils aient péri dans une épidémie? Et il y a marqué dans les commentaires de l'Agmara, Biglal Shelo Na'agu Kavod Ze Beze. Ils avaient un œil malveillant les uns vis-à-vis des autres. Et donc, on comprend que l'étude de la Torah, c'est très, très important. Mais avoir un œil bienveillant et respecter les uns les autres, apparemment, c'est encore plus important. Donc, c'est la première conclusion que j'ai déduite. Donc là, on est dans l'amour d'autrui. Alors, voilà. Alors, attends. je voulais y arriver et montrer, en fait, qu'à mon sens, l'amour d'autrui, c'est la mitzvah la plus importante. D'abord, il faut savoir que c'est vraiment une mitzvah. C'est un commandement qui est écrit dans Vayikra. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup d'amour, mais en fait, chez nous, ça existe depuis la Torah. Vafta l'eracha kamocha, c'est une mitzvah qui est du Sefer Vayikra. Si je me trompe pas, Yud Chet, Yud Tet. Et en fait, tu vois que c'est un thème qui revient… prochain comme soi-même. Et tu vois que c'est un thème qui revient à chaque fois. Tu vois que le temple n'a pas été détruit
du manque de Shmirat Shabbat ou de Shmirat Kashrut ou de Shmirat Nida ou de Tzniout ou de tout ce qu'on veut bien nous faire croire, ça a été détruit à cause de la haine gratuite. D'accord. Tu as l'histoire aussi tu as aussi Rabbi Akiva qui a basé tout son enseignement sur Va'afta l'erecha kamocha. C'était la base de tout son enseignement. Et puis tu as aussi le Rambam qui a dit que les trois vérotes les plus terribles, les plus lourdes, c'est la vera, c'est le lashon hara. Il a dit là, c'est plus que Gilui Arayot, Shfichut Damim ve'avodah zara. C'est-à-dire c'est plus que l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. Tu te rends compte, c'était des trucs lourds. Il dit que le lashon hara, c'est pire que ces trois. Pourquoi? Parce que le lashon hara, ça sème la haine gratuite. Et la haine, ça sème la destruction. Donc, en fait, de ça, on peut comprendre que l'amour gratuit, c'est en fait c'est en fait la mitzvah la plus importante. Mais la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça commence par quoi? Ça commence par kamocha. Toi-même. Donc, tu dois d'abord t'aimer toi-même. C'est la base de tout. D'accord? C'est-à-dire que je ne peux pas être aimé si moi je ne m'aime pas. Tu ne peux pas être aimé. Tu ne peux pas aimer les autres. Tu ne peux pas aimer les autres à la base. Tu ne m'aimes pas suffisamment. Et évidemment, si toi tu ne t'aimes pas, si tu n'aimes pas les autres, tu auras des problèmes à être aimé toi-même. Donc, c'est vraiment la base de tous les problèmes, à mon sens, de tous les mots MAUX humains. Et alors, comment ça se traduit, le manque d'amour de soi? Parce que je me lève le matin, je fais ce que j'ai à faire, j'ai pas spécialement l'impression que je ne m'aime pas. Et pourtant, on voit qu'il y a un réel... il y a un manque d'amour dans le monde. Donc, on dirait bien que les gens ne s'aiment pas aussi facilement. Comment ça se traduit? Comment je peux savoir où j'en suis? En général, quand une personne s'aime, les choses vont facilement dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une partie physique à nous et on a une partie métaphysique. Et quand on s'aime, alors on est relié à la vérité qui est en nous. On est relié au fait qu'on a une grandeur d'âme parce qu'on est nous-mêmes une expression de la divinité. Donc, quand une personne, elle s'aime, tous les canaux sont ouverts. L'amour, c'est un canal qui ouvre tout. Donc, ça ouvre l'abondance, l'abondance, c'est pas que l'argent. L'abondance, c'est que quand tu veux quelque chose, ça arrive. Par exemple, tu veux te garer et puis hop, il y a quelqu'un qui sort juste devant toi. Ou alors tu roules et tu es pressé et tous les feux sont verts. Ça, c'est de l'abondance aussi. D'accord? Donc, quelqu'un qui n'a pas d'amour de soi va avoir une vie qui est beaucoup plus tortueuse, beaucoup plus pénible. Il aura du mal à se réaliser lui-même. Il aura des problèmes disons que c'est quelqu'un, c'est pas forcément tout ce que je dis en même temps, d'accord? Mais il y a une bonne partie de ces paramètres. Voilà, de ces critères. Donc, tu vois que souvent, les choses n'aboutissent pas. La personne, elle travaille, elle s'investit, elle fait des efforts, et puis, hop, au dernier moment, ça réussit pas. Des problèmes d'argent. Même si elle gagne de l'argent, chez où ça va lui couler entre les mains. Parce que c'est une forme de sabotage de soi-même. Parce qu'une personne qui pense qu'elle ne s'aime pas, alors elle pense qu'elle n'a pas le droit à quoi que ce soit, ni à l'amour, ni au bien-être, ni au bonheur. Tu comprends? Donc, tu as des gens qui ont parfois toutes les raisons de réussir. Ils sont très doués, ils sont intelligents, ils ont plein de connexions, etc. Mais en fait, ça n'aboutit pas. Parce qu'ils ont cette croyance en eux qui n'ont droit à rien. D'accord? Donc en fait, ce sont des croyances, je suppose inconscientes, qui vont faire qui vont décider qu'on n'a pas le droit de toucher, de toucher du doigt le bonheur. Comment elles naissent ces croyances-là? D'où ça vient?
Ok, je vais te dire ça tout de suite. J'ai oublié de dire encore d'autres choses. Et c'est important pour moi de le mentionner. Quand une personne manque d'amour de soi, alors elle est aussi, elle n'a pas de calme intérieur. Elle est jamais satisfaite. Il lui manque quelque chose de tellement vital et de tellement primordial que même si elle a tout ce qu'elle veut, il y a un vide en elle. Il y a un malaise inexplicable. Voilà. Okay. Maintenant, okay. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens ne s'aiment pas? OK? Alors, moi, ce que j'ai identifié, en fait, c'est qu'en général, ça vient de l'enfance. Et ça vient pour plusieurs raisons. Alors, soit, par exemple, les parents n'ont pas aimé leurs enfants, je vais dire leur enfant, tel que celui-ci voulait être aimé. D'accord? Donc, l'enfant, de manière naturelle, ne s'est pas senti aimé. Sinon, tu as aussi les parents qui eux-mêmes ne s'aiment pas. Et donc, quelqu'un qui ne s'aime pas en tant que parent, alors il va émettre à son enfant cette manière, enfin, ce sentiment. Donc, son enfant va capter justement cette énergie et il va s'en imprégner. Et en général, un parent qui ne s'aime pas, il va aussi agir de manière qui va pas remplir l'enfant d'amour, disons, d'accord? En général, les gens ont tendance à refaire ce que eux ont vécu. Donc, quelqu'un qui a vécu des situations qui lui causent de ne pas s'aimer, en tant que parent, il va avoir tendance comment dire en français, reproduire ça. Voilà. D'accord. Donc ça vient, en tous les cas, ça vient de l'enfance. C'est-à-dire que nos croyances par rapport à l'amour de soi naissent dans l'enfance, obligatoirement. Oui, attends, je m'excuse, mais il y a un cheveu qui m'embête. Voilà. Aime-toi. Toi. Arrange-toi. Exactement, voilà, tu vois, c'est être à l'écoute de soi-même. Je sais pas pourquoi ça me déprime. Voilà. Bon, donc il y a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi? Tu as aussi le fait que quand un enfant, il a une croyance comme quoi il est mal aimé, alors il va chercher dans la réalité des confirmations de sa croyance. Non seulement il va les chercher, mais en plus il va les trouver. Parce que si on revient aux fréquences vibratoires, on a dit que les croyances, les sentiments, pardon, tout était fréquence vibratoire et donc énergie. Et un enfant qui a cette croyance, il va attirer dans sa vie des circonstances qui vont confirmer cette croyance. C'est comme ça que ça marche, pour les croyances positives comme pour les croyances négatives. D'accord? D'accord, ok. C'est intéressant ça. Et je vais mentionner encore. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport au feu, par rapport où on va attirer à soi des choses positives, ou on attire à soi des choses négatives. C'est un peu dans le même principe. C'est-à-dire qu'on invite à nous des répercussions négatives. On invite tout. Par exemple, dans mes ateliers, j'explique comment, sans le savoir, on crée, à chaque moment de notre vie, on crée notre réalité. On est responsable pour tout ce qui se passe et tout ce qui ne se passe pas dans notre vie. C'est une fonction directe de notre propre création. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas conscient de ça. Donc, il est temps d'apprendre comment ça marche. Et il y a une loi qui s'appelle la loi de l'attraction. Et c'est donc une loi qui régit notre univers et qui fait que les choses qui sont de même fréquence vibratoire s'attirent. Donc, c'est quelque chose qui est plus fort que nous. D'accord? C'est plus fort que nous, à moins qu'on sache comment ça marche et on apprenne à les maîtriser. Alors, comment ça marche? On veut savoir. Alors ça, c'est un autre interview, Cécile. Ok. En tous les cas, du moins, on veut savoir si tout est inconscient et si on a l'habitude, si on a tendance à s'auto-saboter quelque part, parce que justement, on se donne pas le droit à ça. Et surtout, à partir du moment où c'est inconscient, alors comment on fait pour changer ça? Si c'est inconscient, c'est pas accessible. Comment on fait pour changer quoi? Le manque d'amour? Alors, c'est quelque chose que je veux, enfin, j'ai gardé ça pour la fin de l'interview, mais si tu veux, on peut le faire maintenant. Ok. Moi, je suis
je te suis dans Hein? dans ton processus. Je te suis Donc, dans ton ok, processus. tu sais quoi, tu me rappelles de demander quelque chose aux femmes qui nous regardent. Ce que je voudrais vous demander, c'est de noter quel est votre degré d'amour de vous-même. Entre 0 et 10. Donnez une note parce que je voudrais qu'on compare ça après à la fin de l'interview. Si tu es d'accord, Ok, Cécile. donc il n'y a pas de Voilà, problème. prenez Au un contraire. instant. Alors, Voilà, dans prenez les un instant. commentaires, voilà, Mhm. on vous invite à noter, à mettre une note entre 0, entre 1 à 10 ou 0 à 10. Entre 0 et 10. Et vous pouvez le Ok. mettre dans les commentaires et vous pouvez aussi le mettre pour vous si vous voulez pas Ok, partager ça avec wow. tout Alors le là, monde. tu te mets au défi, tu te mets un sacré défi sur la tête de réussir à changer ça le temps de l'interview. Bon, il y en a qui nous répondent déjà. Ok, super. Merci les filles. Ok, Mais on attend que. moi, j'ai pas accès aux commentaires. Alors, si tu vois des commentaires et tu veux qu'on Alors, réponde je aux reçois commentaires, une partie des commentaires parce que il y en a qui arrivent un peu sur mon mur, un peu. Donc, je vais essayer au fur et à mesure. Donc, vous me verrez un peu essayer de tout gérer en même temps. Mais voilà. En tous les cas, celles qui répondent sur Nashim, je le vois directement. Celles qui ok, répondent sur les autres groupes, je vais avoir du mal. Ok, d'accord. ben, ça marche. Alors, pour en revenir à l'amour de soi. Donc, un enfant qui n'a pas reçu en réalité l'amour qu'il devait, ne Mhm, peut pas, ne peut, va créer, en fait, va engendrer un adulte qui ne s'aime pas. Alors, tu as mhm, dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu as dit un enfant qui n'est pas aimé tel qu'il aurait voulu. D'abord, mhm. est-ce qu'un enfant sait comment il veut être aimé? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quel parent n'aime pas son enfant? Ok, Là, il y a besoin d'un peu d'éclaircissement. ok. Euh, je pense que les parents aiment leurs enfants, mais il y a deux choses. D'abord, les parents aiment avec leur capacité d'aimer, avec leur savoir d'aimer aussi. Et les enfants ont leur désir, même s'ils sont pas conscients de ce qu'ils veulent, même s'ils peuvent pas le dire toujours en mots, ils savent ce qui les fait se sentir aimés et ce qui les fait et ce qui fait qu'ils ne se sentent pas aimés. D'accord? Donc il y a des fois, par exemple, il y a une mère qui prépare à manger pour son enfant, qui va faire les courses, qui s'investit beaucoup, et c'est sa manière d'aimer son enfant. C'est la manière qu'elle connaît, c'est ce qu'elle sait faire. Mais un enfant, Donner de la matière, mais donner pour du lui être matériel. aimé, mais pour lui être aimé, ce serait peut-être qu'elle s'assoie avec lui pour jouer quelques instants. Tu comprends? Hmm. Donc, elle donne, mais lui, il reçoit pas parce qu'il veut recevoir autre chose, donc il est fermé à ce que, disons que il reçoit ce qu'elle lui donne, mais il n'interprète pas ça forcément comme de l'amour. Ce qu'il aimerait, ce serait peut-être des caresses, des câlins, des mots gentils, qu'elle lui chante une chanson, qu'elle lui lise une histoire. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Mais c'est pour ça que c'est important, à mon sens, d'être à l'écoute des enfants et de demander comment est-ce que tu veux que je t'aime. Est-ce que tu aimes est-ce que je t'aime comme tu veux que je t'aime. Est-ce que Oh, tu c'est aimerais que fait je comme t'aime. question, ça. Pardon? C'est Hamoud comme question, c'est fait. C'est Oui, beau. oui. C'est beau comme question. Comment tu Comment voudrais veux-tu que que je je t'aime? t'aime? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu La voudrais que je vérité, c'est fasse? pas qu'aux enfants, hein. On pourrait l'attribuer à tout le monde, en fait, hein. Au On peut mari, même, aux parents, et même à nous. et même à nous. Exactement. Il a fait waouh. Bon rebondissement. Surtout à nous. Surtout à nous. Parce que tu comprends bien qu'une mère qui s'aime, c'est une mère complètement différente pour un enfant qu'une mère qui a du mal à s'aimer. Mhm. Donc, c'est vraiment la Ouais. base. Euh, voilà. Maintenant, si tu me demandes comment on fait pour éviter qu'un enfant se sente mal aimé, par exemple, alors il faut l'aimer de manière inconditionnelle. Il faut l'accepter tel qu'il est. Pas seulement s'il fait ce qu'on lui demande. Souvent, les parents, ils ont tendance à faire des compliments quand l'enfant fait ce qu'on lui demande et à le repousser ou pas être content quand ils font pas ce qu'ils veulent. Et les enfants se sentent souvent un peu comme des paquets. Tu vois, moi, je travaille avec des adultes, je travaille aussi avec des enfants, je travaille aussi avec des adultes, euh, Mhm. et, et on revient ça nous ramène à des histoires de basse enfance parfois,
où il disait, où il se sentait, comment dire, comme si on les voyait pas transparents, pas importants. On leur demandait jamais ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pensaient. Ils étaient un peu comme on dit en hébreu, comme une tapisserie sur le mur. Tu comprends? Et donc, demander aux enfants ce qu'ils veulent, ce qui leur fait plaisir, et surtout donner le choix aux enfants. J'ai dit que ce qui était important pour éviter qu'un enfant se sente mal aimé, c'est donc de lui donner un amour inconditionnel, mais aussi de le respecter. Comment on respecte un enfant? Non, pas seulement en ne lui manquant pas de respect. On respecte un enfant aussi en lui donnant la possibilité de choisir, même s'il est petit. Par exemple, tu habilles ton enfant, alors dis-lui, tu préfères quoi, le pantalon bleu ou le pantalon gris? Tu vois, tu lui donnes le sentiment qu'il choisit, que tu veux son avis, que tu veux entendre ce qu'il a à dire, qu'il compte, qu'il est important. Tu comprends? Et ça donne un sens de valeur. Parce que ce qui accompagne le manque de respect, c'est un sentiment de manque de valeur, donc de manque d'amour de soi. D'accord? C'est lui créer, ce que j'entends, ce que tu dis, c'est lui créer ce qu'on appelle un sentiment de shayachut, d'appartenir à la famille, d'appartenir à cette cellule. Oui, non? de faire partie. Quand tu dis de faire partie de quelque chose. Oui, c'est faire partie, mais c'est aussi que ce que l'enfant pense a de la valeur, ce que l'enfant ressent a de la valeur. C'est-à-dire, en fait, c'est lui donner un sentiment de valeur, pas seulement d'appartenance, mais de valeur aussi. Et de valeur, de légitimité. Oui, oui. Et c'est bien, et c'est important pour tous les êtres vivants. Je veux dire, le fait de porter son attention sur son enfant, là où on pourrait s'en passer, je dirais. D'accord? Ça lui donne un sentiment de valeur. D'accord? Ok. D'accord. Je vais même te donner un exemple qui sort complètement de notre domaine, mais même avec les animaux. Tu vois, par exemple, j'ai une petite chatte. Et quand les gens voient que je lui parle, ils comprennent pas. Ils disent, mais c'est un chien ou c'est un chat? Comment elle te répond? Enfin, comment elle réagit? Elle me répond. Qui ont trait autour de comment créer. D'accord? Attends, parce que en même temps, j'ai des commentaires depuis mon téléphone pour ne pas assembler. Attends, une seconde. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Pour ne pas encombrer l'ordinateur. Oui. Alors, je disais, les gens me demandent souvent, mais c'est un chien ou c'est un chat? Comment c'est possible que tu l'appelles et elle y vient? Comment c'est possible que tu lui parles et elle te fait miaou, comme si elle te répondait? Et en fait, c'est un lien que j'ai établi avec elle parce que je l'implique dans ce que je fais. Bon, enfin, moi, mes enfants sont grands, donc pour l'instant, je prends mon chat comme référence. Mais le fait d'impliquer un être vivant, ça lui donne un sentiment d'existence et de valeur. Et donc, elle réagit, elle communique, elle est là, elle est présente. D'accord, ok. Alors, j'ai envie de dire, là, d'un côté, ça nous rassure peut-être en tant que maman d'avoir des outils, mais on a envie de se dire, mais alors, si nous, on n'a pas, je reviens encore du coup sur la question, si nous, on n'a pas reçu ça, est-ce qu'il y a matière à modifier ça? Parce que c'est vrai que je reçois aussi beaucoup au sein de mes propres consultations, beaucoup de femmes qui vont me dire, bon, déjà, jusqu'à ce qu'elles arrivent à cette conscience qu'elles ne s'aiment pas, déjà, il faut réussir à se l'avouer parce que ce n'est pas quelque chose qui est… On n'aime pas se dire ça. Et puis, jusqu'à ce qu'elles arrivent à se l'avouer, il va y avoir comme ça une espèce de fatalité. Moi, je ne l'ai pas reçu en tant qu'enfant, ou que j'ai grandi dans la maltraitance, ou même pas dans la maltraitance, mais une forme de maltraitance peut-être aussi un peu psychologique, inconsciente de la part des parents, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est tout, c'est comme ça, je vis avec ce manque en moi. Et là, c'est vrai, on a envie de dire, tant qu'on l'a pas, si on ne l'a pas reçu en tant qu'enfant. Alors, on fait quoi à ce moment-là? Ok, alors tu me ramènes à la fin de Psader, alors je vais passer à la fin. Parce que je crois que c'est la question qui brûle un peu, alors c'est pas grave, on reviendra. C'est un peu la question qui brûle sur les lèvres.
D'accord. Alors, attends. Alors, d'abord, il faut savoir que on n'est pas des êtres finis. D'accord? D'abord, on est infini de par notre nature. D'accord? On est des, comme j'ai dit tout à l'heure, on est des expressions du divin. Donc, on a une dimension qui est éternelle, qui est infinie. Et on est extrêmement malléable à tous les niveaux. C'est-à-dire, même notre cerveau, pendant des années, on nous a dit le cerveau, il est comme ci, il est comme ça, il bouge pas. Dès qu'il y a un truc qui marche pas, alors c'est fini. C'est faux. Tout vit, tout bouge, tout peut changer. D'accord? Donc, nous aussi, on peut changer. Et une des joies de la vie, c'est la croissance. Une des joies de la vie, c'est de découvrir, c'est de se découvrir. C'est ça le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est on est tel qu'on est, et en fait, on revient à notre véritable nature. C'est ça la vie. Et pour revenir à notre véritable nature, alors il faut faire du chemin. Il faut faire des pas. Pardon. Tu comprends? Et dans quel genre de pas, justement? Je voulais pas encore reporter notre interview. On l'avait déjà reporté une fois. Je voulais pas la reporter une autre fois, mais je m'excuse. Ok. Il n'y a pas de problème. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer l'amour de soi? D'accord? Vous êtes prêtes? Alors, on commence. Allez, on y va. D'abord, il faut prendre. C'est une prise de conscience. Tout se passe dans notre tête. D'accord? Rabbi Nachman avait dit que on vit dans nos pensées. Notre vie, elle se passe dans nos pensées. Et c'est très vrai. D'accord? On croit qu'on vit dehors, mais en fait, c'est faux parce qu'on analyse tout, on perçoit tout, on enregistre tout, on emmagasine tout dans notre tête, entre autres, disons. D'accord? Donc, la prise de conscience, c'est d'abord de comprendre qu'on est relié à la source de l'amour dans le monde. C'est-à-dire, on est relié à Dieu. On est Betselem Elohim, on a été créé à l'image de Dieu. On a une Neshama Elokam Imal, on a une Neshama qui est une extension de la divinité. Donc, on est lié à la source de l'amour. Donc, en fait, c'est une fiction que de penser qu'on a besoin de l'autorisation extérieure de quelqu'un pour… qu'est-ce qu'ils font les enfants? Si les parents les aiment, s'ils ne ressentent pas de l'amour de leurs parents, alors eux, ils ne se sentent pas aimés. Mais en fait, ils n'ont pas besoin de l'amour des parents pour se sentir aimés. Parce qu'il y a de l'amour, on a l'amour en nous, du fait même de qui on est. D'accord? Il y a un truc que je n'ai pas mentionné qui est important quand on a parlé des raisons pour lesquelles les enfants peuvent se sentir mal aimés. Il y a aussi le fait que des fois, ils reçoivent en héritage de leurs ancêtres, de leurs parents, de leurs grands-parents, etc., ce sentiment d'être mal aimé. C'est-à-dire que souvent, ça n'a même pas de rapport à, même s'ils grandissaient dans une autre maison où ils étaient aimés, etc., pas avec leurs parents qui ont ce sentiment d'être mal aimés, même s'ils grandissent avec d'autres parents, ils se sentiraient mal aimés parce qu'ils ont ce bagage affectif générationnel qui traîne avec eux. D'accord? Donc, souvent, mais même ça ne change pas le fait que à partir du moment où ils portent ça en eux, ils vont créer cette réalité. Tu comprends? Ils vont créer des circonstances qui vont confirmer leurs croyances. Okay. Maintenant, donc, alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit donc, alors, pour créer l'amour de soi, d'abord, il faut prendre conscience du fait qu'on est relié à la source de l'amour. On est relié à la source de l'amour. Ça, c'est un. Donc, c'est là, quelque part, ça veut dire que c'est déjà là, quelque part, en potentiel. C'est déjà là, c'est déjà à l'intérieur. Oui. Du fait qu'on est relié à cette infinité-là, cette source de l'amour, ça demande juste à sortir. Ensuite, on n'est pas seulement relié, on est nous-mêmes une extension de la divinité. Donc, on est nous-mêmes amour. Tu sais, on dit ce monde, c'est Alma de Shikra, c'est un monde de mensonges. Pourquoi? Parce qu'on voit, il y a un voile qui cache Olam, le monde. Olam, ça vient du mot Ne'elam, Alum, c'est-à-dire voilé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on voit pas la réalité. La réalité, c'est qu'on est des êtres avec une splendeur, une grandeur dont on n'a même pas imagination.
Simplement, on est dans un corps physique, on vit une certaine histoire, on a écrit cette histoire avant de venir sur Terre, on a choisi les acteurs principaux de notre scénario et on joue en fait un certain rôle qu'on a décidé d'adopter pour le chemin de croissance que notre Neshama veut vivre. Donc, on se parachute dans des circonstances de vie qui vont nous permettre de remplir le rôle qu'on a choisi. Mais faut pas perdre de vue qu'à la base, on est une expression de la divinité. On est immense, on est amour nous-mêmes. C'est très intéressant le point que tu soulèves et c'est assez, j'ai envie de dire, révolutionnaire parce que c'est vrai qu'on grandit avec une idée dans laquelle l'amour vient de l'extérieur vers l'intérieur. Comme tu dis, un parent va aimer son enfant, l'enfant va se sentir aimé. Or, toi, tu nous dis autre chose. Tu nous dis non, l'amour est déjà là, il doit s'exprimer de l'intérieur vers l'extérieur, en fait. C'est comme ça que ça marche. Waouh, c'est fort comme idée. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, le monde lui-même, il est plein d'amour. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a les informations, surtout en Israël, qui nous martèlent à coups de mauvaises nouvelles toutes les heures. Pas qu'en Israël, dans le monde entier, je pense. Non, je crois qu'à l'étranger, c'est une fois le matin, une fois le soir, mais chez nous, c'est toutes les heures. Mais si on éteint la télé, la radio, comme j'ai fait depuis plus de 10 ans, si on arrête de lire les journaux, alors on voit qu'il y a énormément d'amour dans ce monde. On voit qu'il y a énormément de bonté, énormément de beauté. Et on peut se connecter à cette vibration d'amour qui est autour de nous. On peut décider de porter notre regard sur cet amour, sur cette vibration d'amour et s'en imprégner et faire et maintenir ça en nous. On décide ce qui va nous intégrer en fait. On décide ce qu'on va décider de voir ou d'entendre ou de. D'accord. Bon, ça c'était au niveau spirituel, je dirais. D'accord. Maintenant au niveau physique et affectif, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors d'abord, on a la possibilité de s'octroyer tout ce qui nous manque. C'est-à-dire que tu vois bien que le corps, par exemple, lui-même, au niveau physique, s'il lui manque quelque chose, il va le fabriquer. Par exemple, il y a un mythe qui s'appelle le mythe du cholestérol. On nous dit que les gens ont trop de cholestérol, pas assez de cholestérol. Alors, il y a un livre qui a été écrit par un médecin hollandais qui s'appelle Le mythe du cholestérol. Je me rappelle plus du nom de l'auteur. Et il n'a pas été financé par des boîtes pharmacologiques, donc c'est netto des informations. Et donc, il explique entre autres que notre corps fabrique du cholestérol. Maintenant, le corps, il a besoin d'une certaine quantité de cholestérol. Si tu en manges trop, il va en fabriquer moins. Si tu en manges pas assez, il va en fabriquer plus. Donc, tu comprends, tu vois bien que notre corps, et en fait, il fait ce dont on a besoin. Il nous apporte ce dont on a besoin. Il fabrique lui-même une bonne partie des aliments dont on a besoin. Il ne compte pas uniquement sur l'alimentation extérieure qui est aujourd'hui très appauvrie de par l'appauvrissement de la terre, de par tous les pesticides, etc. Donc, le corps lui-même fabrique des éléments dont il a besoin pour produire son énergie et pour fonctionner. D'accord? Maintenant, au niveau psychique, au niveau affectif, on peut aussi s'apporter ce qui nous manque. On n'a pas besoin d'être dépendant de qui que ce soit. D'accord? Comme j'avais dit tout à l'heure, il faut vraiment se rappeler, revenir toujours à cette idée-là qu'on est une expression de la divinité. On a une puissance exceptionnelle. On peut faire, mais on n'a même pas idée de ce qu'on peut faire. Simplement, on vit dans une société qui, depuis des générations et des générations, garde les gens petits. Le fait que les enfants, dès qu'ils sont petits, on les met dans des classes, on les assoit entre quatre murs du matin jusqu'en fin d'après-midi, au lieu qu'ils grimpent aux arbres, au lieu qu'ils courent, au lieu qu'ils attrapent les papillons, au lieu qu'ils observent les fourmis, au lieu qu'ils découvrent, on les fait vivre uniquement par leur tête. Tu comprends? Et c'est très réducteur. C'est très réducteur. Donc, la société, elle est déjà dès le départ, elle réduit, elle est réductrice. Et les gens on privilégie l'intellect au détriment d'autre chose. Bien sûr, on n'est pas qu'un intellect.
on est bien au-delà de nos, on a on a beaucoup d'autres formes d'intelligence que les gens développent. Je sais pas si tu vas en Afrique, ils savent identifier des choses, comprendre des choses dont nous on n'a même pas la moindre idée. Ils peuvent regarder une trace et savoir si la girafe qui est passée par là avait assez bu ou pas. Tu vois, je veux dire, on a on a beaucoup d'autres formes d'intelligence. Et quand après l'école, après le gars de l'école, tu vois que les gens vont à l'université, c'est encore être assis, c'est encore ne pas bouger. Notre corps, il a une intelligence. Notre corps, il nous fait vivre, il nous fait sentir qu'on vit. Notre cœur a une intelligence aussi, l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est encore plus, encore plus fort que tout, bien sûr. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que, en fait, on vit dans une société, la société occidentale, c'est une société qui réduit l'homme, qui le rapetisse, qui lui donne le sentiment qu'il est un parmi des milliards, qu'il n'a pas grande valeur, que tout le monde est en compétition, que il y a des guerres, il y a je veux dire, il y a l'économie comme ci, l'économie comme ça. Il faut acheter, acheter, acheter pour montrer qu'on a de la valeur, pour montrer qu'on est quelqu'un. Tu vois, tout est complètement faussé en fait. Alors que la valeur, le bonheur, tout est en nous. Tu peux regarder un enfant, les enfants, ils sont heureux de jouer avec des gouttes d'eau qui tombent du ciel, avec une flaque d'eau, ils sont toujours avec le sourire. Et d'ailleurs, c'est bien connu, même les gens qui sont. Enfin, moi, j'ai un ami qui a passé ces 20 dernières années à tourner autour du monde. Je lui ai dit, OK, alors, tu as vu tous les pays du monde. Quelle est ta conclusion? Donne-moi une conclusion. Alors, il m'a dit, les pays les plus développés sont pas forcément les pays où les gens sont le plus heureux. Les pays les plus développés sont pas là où les gens sont les plus heureux. Donc, tu pourrais te dire, les gens dans les pays développés, ils ont une voiture, ils ont une maison, ils ont un travail, ils ont leur gym et leur là. Voilà. Ils ont leur. Habiter dans une case en Afrique. Voilà. Et il m'a dit non, tu vois, il m'a dit, quand tu vois les enfants d'Afrique de pays pauvres, tu vois qu'ils sont toujours souriants. Tu sais pas d'où ça vient ce sourire, mais en fait, ce sourire, il est inné. Si on recouvrait pas avec tous ces voiles de fausseté qui on est vraiment, la joie, le sourire, le bonheur, l'amour, tout ça, c'est en nous. Ok, d'accord. Et alors, comment, justement, où il faut aller chercher tout ça? Comment on révèle tout ça? Ok, alors d'abord, comme je t'ai dit, il y a des choses spirituelles à faire, il y a aussi des choses pratiques, physiques, à savoir, il faut se comporter soi-même un peu comme une maman, comme une gentille maman, une maman bienveillante vis-à-vis de nous. C'est-à-dire, il faut se comporter avec bienveillance et avec amour. Il faut arrêter de se critiquer, il faut arrêter de se condamner, il faut arrêter de se comparer, il faut arrêter toutes ces salades, toutes ces histoires. Il faut arrêter de se prendre la tête, en gros. OK? Se saboter, de s'auto-saboter. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, il faut prendre soin de ça, soin de soi. OK? Prendre soin de soi, comme une maman prend soin de son enfant. Il faut se donner ce qu'on n'a pas reçu. D'accord? Pour s'aimer, il faut se donner ce qu'on n'a pas reçu. Et on peut se le donner. On peut se donner des cadeaux. On peut se donner des soins, je sais pas, ce qui fait plaisir, aller à la manicure, aller au coiffeur, s'acheter un habit qui nous plaît, aller acheter un livre qu'on veut. Il faut faire des choses qu'on a envie de faire. Il faut être à l'écoute de soi-même. Il faut être à l'écoute de ses sentiments, de ses envies, de ses pulsions. Des fois, on a envie de faire quelque chose et qu'on dit non, non, j'y arriverai, ça sert à rien. Ou alors, il vaut mieux que je passe mon temps à aider celui-ci ou celle-là. Ou il vaut mieux que je fasse ceci ou cela pour mon mari ou pour mon enfant. Ben, de temps en temps, commencez un peu à être à l'écoute de vous-même, de ce qui vous fait plaisir à vous. Il n'y a rien de mieux pour un enfant que d'avoir des parents heureux. Il n'y a rien de mieux. C'est aussi un point que j'ai pas cité tout à l'heure on disait qu'est-ce qui fait qu'un enfant ne se sentira pas mal aimé? Eh ben c'est l'exemple. L'exemple, c'est-à-dire si tu as un parent qui s'aime et tout ça, l'enfant il va absorber cet amour de soi. D'accord? Et le cas inverse aussi.
C'est vrai que je rencontre aussi énormément de mamans qui ont le sentiment beaucoup de se sacrifier, de tout donner à leurs enfants. Alors, je ne dis pas, c'est très bien, mais si c'est avec un sentiment de sacrifice, où on a l'impression d'être mis de côté, alors là, effectivement, il peut y avoir des répercussions très... On perd en fait tout le bénéfice de ce qu'on cherchait à donner. Tout à fait. Aussi pour s'aimer, s'aimer soi-même, il faut arrêter de mal se mener. On dit mal se mener, se malmener. Se malmener. Par exemple, il faut arrêter de se stresser. Il y a des gens qui créent comment on appelle ça, une vie dans laquelle ils sont constamment ils se tension. Oui, sous pression. Mais ils le font à eux-mêmes. Tu comprends? Ils font ça, ils font ci, ils font ça, ils n'arrivent pas à respirer, ils s'étouffent, ils en peuvent plus, etc. C'est comment dire, c'est se faire du mal. Donc, si vous voulez apprendre à vous aimer, commencez à vous faire du bien et arrêtez de vous faire du mal. Il faut faire plus ce qu'on veut et moins ce qu'on doit. Il faut faire des choses qui nous octroient du plaisir. D'accord, il faut prendre le temps de se faire plaisir. Il faut s'éloigner des gens qui nous mettent mal à l'aise. Il faut se rapprocher des gens et des endroits et des circonstances où on se sent bien. Il faut remplir nos vies justement de bons sentiments, comment dire, il faut remplir nos vies de choses qui nous procurent des bons sentiments et sortir de nos vies tout ce qui nous procure de mauvais sentiments. C'est pas pour rien qu'on a des sentiments. Nos sentiments, c'est notre boussole. Si quelque chose nous fait nous sentir mal, c'est pour qu'on comprenne qu'on n'est pas au bon endroit. Qu'on se reconnecte à notre intuition aussi. C'est une forme d'intuition, en fait, dont tu es en train de parler. Pas tout à fait. C'est différente d'intuition. On a en fait un système de navigation interne. Parce que quand quelque chose te fait te sentir mal, par exemple, tu te sens, donne-moi un sentiment négatif. Par exemple, tu es dans un endroit et tu te sens quoi? Un sentiment positif, t'as dit? Négatif. Ah, négatif. Je me sens oppressée, étouffée. Ok. Disons que tu te sens oppressée, d'accord? Le fait que tu te sentes oppressée, tu le ressens dans ton corps en général. Et c'est ton corps qui te dit, tu es oppressée. Fais attention, regarde, tu es oppressée. Pourquoi il te dit ça à ton corps? Pourquoi il te dit ça à ton esprit? Pour que tu ne restes pas dans cette situation. Tu comprends? On pourrait ne pas sentir. On pourrait être oppressé. C'est l'intelligence émotionnelle dont on parlait en fait tout à l'heure. C'est d'être connecté justement à cette émotion-là et à traduire correctement. Oui, mais c'est pas que. Ok, la traduction, c'est peut-être de l'intelligence émotionnelle. Mais moi, ce que je dis, c'est que le fait même qu'on ait des sentiments, le fait même qu'on ait un système de sentiments, c'est un outil qu'on a pour savoir où on doit rester et où on ne doit pas être. Pour savoir si on est au bon endroit, avec les bonnes personnes ou pas. Tu comprends? C'est des signaux. Exactement. C'est une communication. C'est quelque chose en nous qui nous fait comprendre. Il faut juste que nous, on apprenne à être à l'écoute de ça. Mais quand on sent qu'on est mal à l'aise, qu'on se sent oppressé, alors il faut dire, OK, est-ce que je vais être oppressé ou est-ce que je veux pas être oppressé? Est-ce que être oppressé, c'est en corrélation avec m'aimer ou pas? Tu comprends? OK. Quoi d'autre? On a dit arrêter de se faire stresser. Alors, tu as dit, alors il y a quelque chose d'intéressant tout à l'heure, tu as dit, il faut se donner déjà au niveau matériel ce qu'on veut, que ce soit aller chez la manicure ou s'acheter de nouveaux habits ou sortir avec une amie prendre un café. Ok, ça, on a envie de dire, on peut encore faire. Quand il s'agit, par exemple, d'avoir de l'attention, voilà, on réclame des mots affectifs de la part de ses parents ou de la part de son mari voilà, et que on reçoit pas ces mots-là. Ça paraît bizarre de se dire, il y a beaucoup de personnes à qui ça peut choquer de se dire, je vais le donner à moi, je vais me le dire à moi-même en fait alors, parce que c'est ça que tu es en train de dire, il faut se le donner à soi. Bien sûr. Se dire. Je pense qu'il faut voir. Simplement. Bien sûr,
bien sûr. Et il faut juste aussi voir que si un mari a du mal à dire des mots affectueux à sa femme, il faut peut-être aussi qu'il aille faire un travail sur lui-même. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu de base. Ok, mais ça, on va dire que c'est dans ses mains, c'est son travail. Quel est moi, mon travail à ce niveau-là? Il y a des hommes qui n'ont pas reçu ça et qui n'arriveront pas, et pour qui ça prendra du temps. Et moi, en attendant, qu'est-ce que je fais? Alors, toi, ce que tu fais, que je reste avec mon trop affectif. Tu te complimentes pour chaque chose que tu fais. Tu t'apprécies, même pour les petites choses. Tu te, comment dire, les fargaines. Tu te dis, waouh, j'ai réussi à faire ça. Je suis au top. Waouh, j'ai réussi à faire ci. Voilà, apprécie-toi, apprends à t'apprécier. Enfin, je dis pas toi, mais je dis que la personne apprenne à s'apprécier, qu'elle se donne ce qu'elle ne reçoit pas. On n'a pas besoin des autres. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on veut recevoir un mot gentil? Parce qu'on veut se sentir d'une certaine manière, Nahon? Eh ben, tu peux faire des choses qui vont te faire sentir de la manière dont tu veux dont tu veux te sentir. Tu comprends? On va dire que je veux me sentir désirable. Voilà, beaucoup de femmes aussi se plaignent qu'au bout d'un certain temps de mariage ou d'enfants qui de plusieurs naissances ou qui ont changé dans leur corps, elles ont perdu ce sentiment de plaire, d'être désirées. Alors, ok, alors ça c'est. Voilà, je veux me retrouver dans ce sentiment. Je fais quoi? Ok, alors d'abord, il y a 2 ans, j'ai écrit un atelier sur la sensualité. Je ne l'ai jamais donné cet atelier. Je me suis dit, je ne savais pas si ça allait intéresser les gens. Mais en fait, la sensualité. Je pense que ça intéresserait plus d'un. Et plus d'un aussi, en fait. alors, j'ai 2 ateliers. Il y en a un sur comment vivre la vie de manière sensuelle. Et ça veut dire à travers les sens. Sensuel, c'est pas sexuel. D'accord? Donc, comment vivre la vie à travers les sens, donc avec sensualité. Sensitive. Pardon? Sensitive. Sensitive. Je sais pas comment on le dit en français, mais. C'est pas la sensibilité. Non, c'est pas sensible. C'est l'essence. Par l'essence. Et il y a aussi, j'ai aussi créé un atelier sur la sensualité de l'homme et de la femme. Donc, peut-être pour une prochaine fois. En tout cas. Mettez des likes si ça vous intéresse, les filles. On saura que. Alors, laissez des commentaires, mettez des likes. Voilà. Okay, alors d'abord, à quoi s'en tenir. Ok, alors d'abord, si ça vous intéresse, Bichlal, au niveau d'ateliers et Bichlal, d'être au courant de live que je fais, de choses que je fais, alors vous pouvez m'envoyer un messenger avec votre mail et votre nom et numéro de téléphone. Comme ça, je pourrai communiquer avec vous. Voilà, je pense que c'est la chose la plus rapide et la plus facile à faire. Écoute, je vais te donner un exemple qui vient pas, je pense, de ton monde et du monde de la plupart des femmes qui écoutent cette interview aujourd'hui, mais je veux quand même je veux quand même partager ça avec toi pour que tu comprennes ce à quoi je fais allusion. Pardon. Okay. Je danse la salsa, ok? Maintenant, quand on danse la salsa, c'est une danse qui est très sensuelle, qui fait se sentir sensuelle. D'abord, je recommande à toutes les femmes de danser la salsa avec leur mari. Même sans leur mari. Même avec soi-même. Oui. Alors donc, et quand on danse la salsa, en fait, on voit que la salsa, elle fait sortir la sensualité qu'il y a en nous. C'est-à-dire que peu importe qui est vraiment en face de toi, c'est vrai qu'il y a peut-être quelqu'un qui fera sortir plus ou moins ta sensualité. Mais en tout cas, ce que moi j'ai réalisé, c'est que la sensualité, elle est chez moi. En fait, l'autre me permet uniquement de me rencontrer moi-même en tant que femme sensuelle. Tu comprends? Mais cette sensualité, je l'ai. Et toutes les femmes ont de la sensualité. Il n'y a pas des femmes qui en ont et des femmes qui n'en ont pas. D'accord? Il y a des femmes qui sont connectées à leur sensualité, il y a des femmes qui acceptent leur sensualité, il y en a d'autres qui l'acceptent pas, il y en a d'autres qui ont fermé voilà, pour pas sentir leur sensualité. Mais en fait, l'autre, dans n'importe quelle relation, l'autre nous permet simplement de nous rencontrer nous-mêmes sous différents aspects.
Être femme, déjà, c'est sensuel. C'est une essence sensuelle. Bien sûr, Nahon. On a ça dans notre essence. Nahon, et le monde a une essence, la nature, elle a une essence sensuelle. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis passée à Pardes Rana. J'habitais à Tel Aviv, j'habitais Jérusalem, New York, Paris, et là, je suis très bien à Pardes Rana. Pourquoi? Parce Alors, que on y danse la salsa. mais surtout parce que j'avais besoin de la nature. En fait, la nature me manquait beaucoup. Et la nature, elle est sensuelle. Regarde, c'est des flots, c'est des montagnes, c'est des vallées, c'est du mouvement, c'est de la diversité. Des courbes. Oui, des Comme une montagnes. femme. Exactement. Donc la nature, elle est sensuelle et notre société, la société occidentale, elle est très masculine. Tu sais, toutes ces rues, ces bâtiments, cet ordre, etc., c'est très masculin. Et la nature, on parlait de comment se donner de l'amour. La nature, elle nous reconnecte à l'amour. Et la terre, elle est nourrissante. La terre, elle nous remplit de. Des fois, je mets juste mes pieds sur la terre pendant 10 minutes et je me réénergétise de manière incroyable. De toucher la terre, regarde comment les gens, ils aiment toucher la glaise, ils aiment, tout ça, c'est nourrissant. Donc, un des conseils, c'est aussi de reconnecter avec la nature, de faire des promenades à pied, en vélo, de respirer, de voir les couleurs, d'entendre le bruit des oiseaux, des criquets. Tout ça, c'est des joies de vivre qui coûtent rien et qui sont accessibles à tous. Ok? Tu veux que je donne encore d'autres, que je continue avec d'autres idées à ce niveau-là? Écoute, c'est tellement passionnant que oui, s'il y a d'autres choses, on veut écouter. Bon, j'ai préparé notre On est interview. en train de faire notre plein là, on va ressortir blindés. Nos maris vont pas comprendre. On débarque. Mais c'est très, non, mais c'est très profond et c'est très vrai et ça parle. C'est-à-dire que oui, il y a tout un tas de choses, effectivement, qui fait que l'amour est partout et qu'on peut se reconnecter à l'amour et qu'il faut juste accepter d'ouvrir ses bras et d'ouvrir et de ses yeux. recevoir ça, d'ouvrir ses yeux. Et de poser cette intention. C'est-à-dire de dire, je veux voir l'amour autour de moi. À partir du moment où tu poses une intention, tu appelles quelque chose à venir à toi. D'accord? Maintenant, une autre manière de s'aimer, c'est de mettre des limites. De mettre des limites. Parce que quand on dit non à quelqu'un ou à quelque chose qui ne nous convient pas, on se dit oui à soi. On est en phase avec soi-même. On est à l'écoute de soi-même. On ne se trahit pas. D'accord? Une autre chose aussi qui est importante, c'est de n'accepter que des pensées qui nous renforcent. C'est-à-dire que on a plein de pensées dans la tête. Alors on peut dire, ok, tout ce qui me fait me sentir à plat, tout ce qui me vide de mon énergie, out, j'en veux pas. Je veux que des pensées qui me renforcent, que des pensées qui me font me sentir bien. C'est une manière de s'aimer. Qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Faire un tri, en fait. Faire un tri dans sa vie entre les personnes, les pensées, ce qui est toxique, en fait, pour nous, ce qui est du poison pour nous. En fait, l'idée, c'est de n'accepter que des choses qui nous font du bien. Les gens, les faits, les endroits, les circonstances, ça me fait du bien ou ça me fait pas du bien. Si ça me fait pas du bien, j'en veux pas dans mon expérience. On est maître d'une grande partie, même si on sait pas comment fonctionne la loi de l'attraction, on est maître d'une grande partie de ce qui se passe dans nos vies. Il faut juste accepter de prendre, propriété, d'accepter de prendre la responsabilité de nos choix. Je l'exprime mal, il faut juste accepter de prendre, comment on dit, la kachat ba'alout, de reprendre possession, en fait. Voilà. Que ça nous appartient. Voilà. C'est quelque chose qui nous appartient. Il faut reprendre possession de notre faculté de décider ce qu'on veut et ce qu'on veut pas dans notre vie. C'est tout. C'est notre choix, pas celui de quelqu'un d'autre. Exactement. OK? Et sinon, une autre chose aussi à faire, c'est d'être dans le mouvement.
Alors, juste une seconde, par rapport, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que je pense que la question se pose quelque part. Il y a parfois certaines situations auxquelles on n'a pas le choix de se confronter, qui ne sont pas agréables, ou même des personnes. Ça peut être des personnes de la famille ou qui sont toxiques pour nous, mais c'est de la famille proche, ou alors des situations qui sont très difficiles à gérer, qui nous puisent beaucoup d'énergie. J'ai envie de dire, bon, c'est shalom la maladie, ou un enfant handicapé, ou c'est des, il y a des choses dans notre vie desquelles on ne peut pas se débarrasser, desquelles on ne se débarrassera pas, desquelles on ne veut pas même se débarrasser, et qui pourtant rongent quelque part aussi une partie de notre énergie. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui viennent te voir et qui te soumettent ce genre de problèmes et de fatigue morale, de fatigue mentale? Bah, tout est une question de décision par rapport à ce que tu veux entretenir comme pensée dans ta tête. Okay. Tout simplement. On ne se débarrasse pas des situations, mais c'est les pensées qui vont être déterminantes. Il y a Viktor Frankl qui a écrit un livre, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je pense que ça s'appelle quelque chose comme L'homme recherche, Man Search for Meaning. L'homme recherche à comprendre ou quelque chose comme ça. Cherche une signification. L'homme cherche une signification. Okay. Et donc, il a dit, enfin, il était à la Shoah, ok, il a vécu la Shoah, et il a dit que il est resté libre dans sa tête. Il est resté, il était en maîtrise de ses pensées, et donc ça, personne ne pouvait l'atteindre. Voilà. Okay. Enfin, j'ai des réponses encore plus élaborées à te donner, mais découvrir un sens à sa vie. Merci Anne Chétrit. C'est le titre du docteur Frankl. Non, mais c'est tout à fait. J'entends tout à fait, et oui, ça résonne en moi. C'est-à-dire que c'est la perception, la façon dont on va vivre la chose. L'événement est là, on l'a pas choisi quelque part, et on ne peut pas le choisir. Oui et non. Si tu te rappelles, je t'ai dit que en fait, d'accord, mais disons que la personne n'est pas consciente qu'elle a choisi. On l'a pas choisi parce que consciemment, on l'a pas choisi. On l'a pas choisi consciemment. Oui. Et donc là, ça va être la façon de vivre la chose. Et encore une fois, oui et non. Parce que ce que je peux te dire, c'est que souvent, les gens ont des difficultés à se défaire. Je veux dire, d'un côté, ils se plaignent de leurs problèmes, mais d'un autre côté, ils ont du mal à s'en défaire. Parce que leurs problèmes, c'est un peu leur histoire, c'est un peu ce qui crée un intérêt dans leur vie, c'est ce qui les rend singuliers, c'est un peu leur identité. Tu es avec moi, Cécile? Cécile? Oui, bien sûr, je suis avec toi. Ouais. Ah, ok. Tu m'entends? Il y a peut-être un problème de connexion, mais je suis là. Ouais. Ok, parce que voilà, maintenant je te vois. Tout à l'heure, c'était frozen. C'était. Voilà. Donc, tout ça pour dire que. Internet. Ok, donc tout ça pour dire que souvent les gens, même au niveau conscient, choisissent leurs problèmes. Moi, je peux te dire par exemple que j'avais parlé, enfin, je travaille beaucoup avec des soldats post-traumatiques et j'avais parlé avec le directeur d'une association de soldats post-traumatiques et il m'a dit quoi, tu défais les gens de les soldats de leur post-trauma? Je ne veux pas que tu me défasses de mon post-trauma. Je dis, je ne vais pas te défaire de ton post-trauma si tu ne veux pas que je te défasse. Il m'a dit, il n'en est pas question. C'est ma vie, c'est mon histoire, c'est mon identité. Sans ça, qu'est-ce que je suis? Tout un monde. Je dis, ok, Koltov. Tu comprends? Et c'est pas fini. Mais bien sûr, les gens s'identifient avec leurs problèmes. Donc, en fait, les gens qui se défendent de leurs problèmes, c'est les gens qui sont arrivés à un stade où ils en ont vraiment marre et il y a plus de désavantages à être dans ce problème que d'avantages. Parce que tout problème crée des avantages. Il y a plus de pertes que de bénéfices et donc là, on décide de s'en débarrasser. Ok, super. Alors là, regarde, on a une question. Il y a Sophie qui nous pose la question. Mais alors, si on s'autosuffit,
Si je suis comblée par moi-même sur tous les plans, où se place le rapport de l'autre vis-à-vis de moi-même? Est-ce que Ok, tu as compris ok. la question? D'abord, pour s'autosuffire, il faut être conscient qu'on est capable de s'autosuffire. Mais si Sophie est consciente qu'elle s'autosuffit, c'est merveilleux. Et les rapports, nos rapports aux autres et nos rapports bichlal, c'est pas que les autres. C'est tout, toute notre vie, tout ce qu'on vit nous reflète. Tout ce qu'on vit nous fait nous rencontrer à un certain aspect de nous-mêmes. D'accord? C'est-à-dire que chaque circonstance, chaque personne, chaque chose qui arrive nous fait rencontrer un côté de nous-mêmes. Et ça nous apprend à nous connaître et à nous aimer. Ça nous apprend à sortir, à faire sortir du potentiel à la, comment dire, à corps à la poêle, du potentiel à la réalité des choses qu'on a en nous. Si on n'avait pas ces échanges, si on n'avait pas ces rencontres, on serait un vase clos. Le fait qu'on ait des échanges, le fait qu'on fasse des rencontres, le fait qu'on ait des événements dans notre vie, ces événements nous font nous rencontrer avec certaines parties de nous-mêmes. Ça nous fait dévoiler nos forces, notre intelligence, nos capacités, nos qualités, etc., etc. Le monde est un miroir, en fait. Tout Le à monde est fait. notre miroir. Tout à D'accord. fait. Ben, j'espère que ça répond à ta question, Sophie. Sinon, tu peux approfondir et envoyer un commentaire. Voilà, en attendant, toujours la même Sophie, qui participe beaucoup, a posé une autre question. Et elle a dit, ben justement, je crois que on voulait y arriver. Est-ce qu'il y a des choses concrètes, des techniques pour s'aimer? Bon, enfin, on y est arrivé. On en a déjà parlé pas mal. Oui, Mais est-ce qu'il y a, voilà. Ouais. Il y a, ok. Alors une technique simple, c'est de vous. Ok, je vous propose de fermer les yeux. Ok. Allez, on est avec toi. Méditation, c'est parti. Alors fermez vos yeux. Prenez 3 respirations lentes, basses. Peut-être tu veux que je Et mette un peu de musique, comme ça nous rentre non, dans la parce que méditation. peut-être celle d'après. Là, c'est pas une méditation, c'est vraiment c'est très court et très simple. Mais je veux quand même qu'on descende de la tête, parce que là, on était dans la tête, on a réfléchi, on a parlé, etc. Et je veux juste donc qu'on revienne à un certain calme intérieur. Alors, ce que je vous invite à faire, donc, c'est prendre 3 respirations sur le compte de 4. Vous maintenez votre respiration sur le compte de 2 et vous soufflez sur le compte de 4. Et on inspire 4 secondes, on bloque 2 secondes et on expire 4 secondes, c'est ça? voilà. Et quand vous faites cette respiration, vous respirez dans le bas du ventre, comme si vous aviez une bouée autour de vous, d'accord? Et que tout ce qui était autour de vous se gonflait. Le dos, les hanches, comme si une bouée se gonflait. Et maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous vous souveniez d'un moment où vous vous êtes senti aimé. Chacune a un moment dans sa vie où elle s'est sentie aimée. Un moment précis ou une période ou Un moment précis, que ce une soit un période, vrai peu souvenir? importe. Peu importe. Le tout, c'est de se sentir aimé, de capter ce sentiment-là, de l'encapsuler. Alors, encapsulez ce sentiment. Vous vous sentez aimé, sentez-le dans votre corps. Sentez ce que ça fait à votre corps de vous sentir aimé. Sentez où est-ce que vous le sentez dans votre corps. Est-ce que vous le sentez dans votre ventre, dans votre poitrine, dans votre tête? Et maintenant, étendez ce sentiment. Donnez-lui la possibilité de s'élargir dans tout votre corps, de vous remplir, de remplir chaque cellule, chaque tissu, chaque millimètre de votre corps. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous souvenir de cette sensation dans votre corps. Et quand vous avez envie de vous sentir aimé, de revenir à cette sensation.
D'accord? On l'a encapsulé, vous l'avez senti. Quand vous voulez vous sentir aimé, alors pratiquez ça. Ressentez ce sentiment-là, cette sensation-là. Parce que ce qui compte, comme point d'ancrage. Parce que ce qui compte, c'est pas ce que vous vivez, mais c'est ce que vous emmagasinez en vous. C'est-à-dire que différentes personnes peuvent vivre la même chose et le ressenti sera différent et l'emmagasinement sera différent aussi. Donc, décidez ce que vous voulez ressentir. Vous voulez ressentir que vous êtes aimé, que vous vous aimez. Alors, ressentez-le dans votre corps. Et quand vous voulez, je conseille même de le faire tous les jours, le matin, le soir. Ressentez ce sentiment. Retrouvez-le. Ok. Ben voilà, j'espère que déjà ça vous donne comme on dit en ivrite, Seda la derer. Comment on traduit Seda la derer? Des provisions. Voilà, des provisions pour le chemin au niveau d'amour de soi. Ok. D'accord. Ok. Bah écoute, c'est déjà énorme, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais voulu nous rajouter par rapport à l'amour de soi? Je crois que ça faisait partie de l'exercice. Tu voulais nous faire un exercice, je crois que c'était ça. Oui. Non, j'ai un autre exercice. Mais d'abord, je voulais voir s'il y avait d'autres questions. Qu'on réponde. Alors, les filles, on vous invite à poser vos questions. Tu nous as demandé en début de dire à quel point on s'aimait, de définir une note. Donc là, quel était le but? Alors, on va le voir après cet exercice que je vais faire. D'accord. Ok. Pour l'instant, il y a toujours comme il y a un petit décalage, donc les questions arrivent avec un petit peu de retard. D'accord, pas de souci. Mais on poursuit. Ok. Alors, ce que je veux que vous fassiez maintenant. Ah voilà, j'ai une question. Il y a une question. Pourquoi ça me fait bizarre d'entendre que je dois m'aimer? Par contre, je sais bien aimer mes enfants, je leur donne beaucoup, mais moi, moins. Pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Ça lui fait bizarre. J'ai pas le mot qui s'affiche. Ok, donc ça lui fait bizarre de se dire qu'elle doit s'aimer. Ok. Ouais, ça lui fait bizarre d'entendre qu'elle doit s'aimer. Elle sait aimer ses enfants. Elle leur donne énormément, mais elle n'a pas l'habitude de se donner à elle. Elle n'a pas l'habitude de s'aimer. Alors qu'elle s'aime comme elle aime ses enfants, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de la même manière qu'elle est attentionnée pour eux, qu'elle est à l'écoute, qu'elle remplit leurs besoins, qu'elle remplit leurs désirs, qu'elle fasse la même chose pour elle. Je crois que pour beaucoup de mamans, c'est perçu comme un manque de légitimité de faire ça. Peut-être c'est ça, ce bizarre. Peut-être Sophie me confirmera. Mais il y a quelque part un sentiment de si je me donne à moi, ça va peut-être au détriment des autres. Et alors, je vais tomber dans l'égoïsme. Or, je dois être tout altruiste. Ok. Voilà, alors d'abord, s'aimer soi-même, c'est pas être égoïste. Comme on a vu tout à l'heure, c'est vraiment le fondement de tout. C'est le fondement du judaïsme. Les gens font tellement attention à comment ils font Shabbat. Est-ce que la jupe elle est pas trop courte? Est-ce que les manches sont pas trop longues? Est-ce que le collant il est pas trop transparent? Mais s'aimer, c'est pas quelque chose qui est dans le registre de pensée. Mais pourtant, on a bien vu tout à l'heure, je vous ai prouvé que s'aimer soi-même, c'est la base de toutes les mitzvot. Enfin, la plus importante des mitzvot, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et on ne peut pas aimer son prochain comme soi-même si on ne s'aime pas soi-même. Donc, c'est la base de tout. D'accord? Donc, c'est pas du tout être égoïste. Au contraire, c'est créer un monde meilleur. Parce qu'une mère qui s'aime, elle va créer des enfants qui s'aiment. Parce que même si une mère, elle aime ses enfants, le fait que ses enfants voient qu'elle ne s'aime pas, qu'elle passe la dernière, qu'elle qu'elle ne fait pas des choses qui lui font plaisir, des choses comme ça, les enfants, ils s'en imprègnent et ça les programme. C'est des programmations qu'ils vont mettre en action dans leur vie à eux. D'accord? Donc, c'est leur donner un cadeau, en fait. Bien sûr. Tout le temps, je m'occupe de moi, c'est des bagages pour eux, en réalité aussi. C'est le plus beau cadeau pour les enfants, pour le mari et aussi pour les gens autour. T'imagines bien que quelqu'un qui s'aime, elle conduit différemment sur la route que quelqu'un qui s'aime pas. T'imagines bien que quelqu'un qui s'aime,
travaille différemment dans sa boîte que quelqu'un qui s'aime pas. Il a d'autres relations que quelqu'un qui s'aime pas. Il a d'autres relations avec les autres. C'est un meilleur, s'il est patron, c'est un meilleur patron que quelqu'un qui s'aime pas. Ça répercute dans toute la société. T'imagines bien que si tous les gens s'aimaient, les prisons seraient vides, les hôpitaux seraient vides. Je ne vais pas dire les cimetières seraient vides, mais je pense que ce serait l'avenue du Messie. Ce serait peut-être vite, moins vite. Il serait peut-être rempli moins vite. D'accord. Ok. Alors, bon, il y a encore quelques questions, mais on va, voilà, peut-être la dernière, parce qu'il commence à se faire tard et c'est un sujet sur lequel on peut parler. Il y a énormément à dire. Si tu veux, on pourra refaire une nouvelle interview sur les sujets qui gravitent autour. Alors là, on a une question. Vous dites qu'il faut s'emplir d'un sentiment d'amour, mais comment être hermétique à toute la pression extérieure et continuer à s'aimer même si on a l'impression de ne pas être à la hauteur? On voit. C'est Esther qui nous pose Esther Malka qui nous pose cette question. Ok. D'abord, je dois dire que toi, Cécile, ainsi que tes auditrices, vous avez de bonnes questions. Donc, ok. D'abord, la première chose à faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir enlever la pression. Enlever la pression, c'est votre choix. Si vous avez trop de pression dans votre vie, c'est que vous voulez avoir trop de pression dans votre vie. Il faut arrêter de vivre la vie comme des victimes. On n'est pas victime, on a tous les 24 heures qu'on a par jour. Et chacun fait un, comment on dit, une priorité. Des listes de priorités. Des listes de priorités. Donc, faites ce qu'il faut pour ne pas vous mettre sous pression. Parce que, évidemment, quelqu'un qui s'aime pas, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre sous pression pour après confirmer le fait qu'elle n'a pas de valeur parce que voilà, elle n'est pas à la hauteur. Donc, elle a raison de ne pas s'aimer. C'est normal. Tu comprends comment ça marche? Donc, il faut arrêter avec ça. Et il faut se dire, il faut se dire, je suis une femme qui est pleine d'amour pour elle-même. Je suis une extension de la divinité, pas moins que ça. Comment est-ce que je gère ma vie? Comment est-ce qu'une femme comme ça gère sa vie? Ok. Et j'aurais peut-être rajouté à ce que tu dis, si déjà j'ai de la pression extérieure, alors au moins faire en sorte qu'à l'intérieur, je ne me crée pas de pression supplémentaire avec de la culpabilité, avec ce sentiment de ne pas être à la hauteur, avec, comme tu disais tout à l'heure, avec la comparaison, avec voilà, toutes ces pensées-là qui vont venir nous saboter quelque part aussi. D'accord, j'espère que ça… Mais on est toujours à la hauteur. Simplement, des fois, on prend plus que ce qu'on peut prendre pour confirmer la croyance qu'on a qu'on n'est pas à la hauteur. D'accord. Donc, pour mettre fin à ça, il faut décider d'enlever ce qui fait il faut voir ça, en prendre conscience et agir en conséquence. C'est dans vos mains. D'accord. Allez les filles, on est bon. Ok, j'espère que ça a répondu à ta question, Esther. C'est ça, c'était Esther, je crois, Esther Malka. Voilà. Bon, pourquoi on a l'impression que les hommes, c'est pas un problème, ils s'aiment sans souci. Nous, les femmes, avons plus de mal à s'aimer. Je pense que ça se discute. Je sais pas toi où tu en es au niveau de Françoise. Tu reçois également des hommes. Je pense qu'il y a de tout. Il y a de tout, mais c'est peut-être vrai qu'en tant que femme, on est particulièrement exigeante. Non, d'abord, il y a des différences entre les femmes et les hommes parce qu'on a des rôles différents. Un arbre, c'est différent d'une girafe. Et l'arbre, il a ce dont il a besoin pour faire son rôle. Et la girafe, elle a ce dont elle a besoin pour faire son rôle. Nous, les femmes, on est des réceptacles. On a un utérus qui reçoit l'embryon, qui reçoit un bébé. Donc, c'est notre morphologie physique, mais c'est aussi notre morphologie psychique et affective. Nous, on reçoit, on fait gestionner en nous. Les hommes, eux, ils vont droit au but. Ils regardent ni à droite ni à gauche. Ils sont dans l'action. Et donc, ils sont pas ils font rien gestionner chez eux. Les choses leur passent à côté. Tu comprends? Ils ont pas. D'ailleurs, tu vois bien que dans les sadhanaot, enfin dans les ateliers, tu vois bien que la plupart du temps, c'est des femmes. Les hommes, ils se posent pas autant de questions que les femmes. Et ils ne prennent pas. D'ailleurs.
Mais bon, comme tu dis, chacun son rôle. Mais maintenant, ça change. C'est un grand changement. Il y a de plus en plus d'hommes qui prennent conscience de tout ça. Et c'est ce que le féminin et le masculin s'apportent les uns aux autres. Le masculin, il apporte à la femme l'action, il lui apporte la faculté d'aller de l'avant, de pas comment dire, s'arrêter à chaque petit détail. Les femmes, elles sont un peu par-ci, un peu par-là, ta. Et l'homme, il dit, fou, nous, on va tout droit, on avance, on conquérit, on fait, etc. Donc tout ça pour dire que c'est des manières différentes de percevoir et de réagir à la réalité, en fait. Voilà. Et qu'on se développe. Je veux dire, on se développe. Par interaction, on se développe. On apprend les uns des autres. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'hommes qui font des introspections et qui se développent. Ok. Les choses changent. Bon, Rachel. Ok. Écoute, c'est vraiment un sujet ultra intéressant et je vois que voilà, ça intéresse beaucoup de monde. On va quand même devoir clôturer. Peut-être que tu veux nous donner